d'un seul cœur avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et il espérera changer les temps et la loi. Et il espérera changer les temps et la loi. Les parents qui rejettent leurs enfants en raison de leur homosexualité sont des parents qui eux-mêmes se sentent agressés par ça. Et c'est ça qui est étonnant. Personne ne se revendique homophobe. Maintenant, au contraire, on commence toujours par « bien entendu, je ne le suis pas », alors qu'en fait, on l'est. Et être rejeté par sa famille, ça peut être une souffrance, ça peut être aussi une bénédiction. Parce qu'il y a des familles qui sont vénéneuses. Si nous avons quelque chose à dire aux parents, ça n'est pas tellement de leur dire que ce qu'ils font est mal, ce qu'ils font fait mal. C'est tellement dur de se construire ado que être rejeté pour ces simples raisons, je trouve ça tellement violent. Souvent, je dis à mes enfants, y compris maintenant, quand ils sont grands, je leur dis, mais si vous avez un problème, la première personne à qui vous devez en parler, c'est moi, votre maman, parce que la seule personne dont vous pouvez être sûr qu'elle ne vous jugera pas, c'est moi, votre maman. Depuis longtemps déjà, j'avais envie de faire ce voyage, partir à leur rencontre, comprendre ce que ressentent ces jeunes homosexuels rejetés par leurs parents, jetés dehors parfois du jour au lendemain. Entendre les parents aussi, ceux qui ont mal réagi. Moi aussi, je suis maman, 2 petites filles. Et je n'imagine pas une seconde les laisser à la rue, livrées à elles-mêmes, parce qu'elles auraient une orientation sexuelle différente.
Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des parents qui prennent des décisions aussi radicales? Voilà pourquoi je suis partie en immersion au cœur de l'association Le Refuge, qui héberge des jeunes homosexuels de 18 à 25 ans, rejetés par leurs parents. Des rencontres exceptionnelles, avec ces jeunes bien sûr, qui ont parfois grandi trop vite à cause des épreuves. Avec les bénévoles du refuge aussi, toujours dévoués et tellement généreux. Avec les parents, parfois désemparés. Et avec des personnalités engagées auprès du refuge. Ils m'ont tous aidé à mieux comprendre ce qu'on ressent quand on est abandonné par ses proches, ses propres parents, si jeunes, simplement pour ce qu'on est. Ce sont leurs histoires que j'ai voulu raconter avec mon regard de maman. Une histoire forcément chargée d'une intense émotion. Les souvenirs sont là, et je n'ai rien oublié. Première étape de mon voyage, Marseille. L'une des 15 villes de France où le refuge est présent. 15 antennes qui hébergent au total 70 jeunes. Ils sont parfois logés à l'hôtel quand il y a urgence, mais le plus souvent dans des appartements relais où les jeunes vivent à plusieurs en colocation. Le refuge Marseille dispose de 2 appartements. Première visite guidée dans l'un de ces logements, pas très loin du Vieux-Port. Hello, ça va? Ça va, Sofiane? Ça va et toi? Oui. Alors, c'est ici votre petit chez vous? Ouais, là, ça marche. C'est Sofiane qui m'accueille pour la visite. Il a 19 ans. Il est arrivé au refuge il y a 5 mois. Sofiane a vécu pas mal de galères avant d'arriver ici. Quand il n'a plus supporté les insultes et les vexations de ses parents, il s'est enfui de chez eux, sans savoir où aller. Depuis qu'il habite ici, il réapprend à vivre. Dans les appartements du refuge, les jeunes sont rarement seuls. Ici, à Marseille, ils sont accompagnés par Céline, travailleuse sociale qui est toujours à l'écoute. Il y a une terrasse? Ouais, on a une terrasse. C'est génial. C'est vraiment Marseille, quoi. Ouais, Marseille. Quand tu vois les habitations comme ça, c'est Marseille. C'est très typique. Les objectifs quand même de ces appartements relais, c'est d'abord de permettre aux jeunes de se reposer. Des jeunes qui ont vécu des traumatismes, des violences, des agressions, que ce soit physiques, morales, vraiment liées à l'homophobie. Et c'est tout d'abord un lieu où ils vont pouvoir se poser et puis construire un projet. C'est aussi vous montrer que vous avez des compétences, que vous pouvez aller loin, que vous avez de l'avenir. Et nous, on est là pour valoriser ça aussi, pour dire qu'il ne faut pas s'oublier. Hein. Et toi, ça fait un moment que tu es là, donc tu en vois beaucoup des gens passer, du coup. Ouais, j'en ai vu pas mal passer, ouais. Et... C'est pas difficile pour toi de... Si, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, tu peux t'attacher à elle et après, 2 semaines après, elle part. Pas facile pour Sofiane de s'inventer une nouvelle vie au refuge, après ce qu'il a enduré chez lui. Et pourquoi tu es arrivé au refuge? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis parti de chez moi, en fait, du fait que mes parents n'acceptaient pas mon homosexualité. Et du jour au lendemain, je suis parti, sans leur dire. Ah, t'as fugué? Voilà. Pourquoi t'as pris cette décision, en fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie pour que tu prennes cette décision? Plein de petites choses, en fait. Déjà, juste les insultes. Mes parents qui m'insultaient, enfin ma mère surtout, qui m'essayait de péder à chaque fois, qui me disait t'habilles pas comme ça, t'habilles pas comme ci, change de coiffure. Au fur et à mesure, elle pétait un plomb du genre, je mettais des pantalons de plus en plus serrés. Ça, elle me les déchirait. À chaque fois qu'elle en trouvait un dans le placard, elle le déchirait. Et volontairement, elle le repliait et elle le posait normalement sur mon étagère pour bien que je voie qu'elle a déchiré, qu'elle veut pas que je porte ça. Après, mes cheveux, quand je revenais avec une coiffure, par exemple une coiffure comme ça, elle m'obligeait à couper, c'était pas possible. Pour elle, être gay, en fait, c'est vouloir devenir une fille. C'était un poids, quoi. Un poids, ouais. Déjà, du genre, ils faisaient des soirées, tout le monde était invité. Moi, elle me disait non, tu restes à la maison. C'est pas facile. C'était la honte, quoi. Ouais, j'étais plutôt à la honte de la famille, ouais. Sofiane avait encore beaucoup à me raconter. Mais il a voulu me faire visiter le local du refuge, installé quelques rues plus loin. Ici, qu'ils soient hébergés ou simplement suivis psychologiquement, les jeunes se retrouvent 2 fois par semaine avec des bénévoles, pour échanger et vivre ensemble, un peu comme à la maison. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Thierry, le responsable de l'antenne Marseille. Ces activités ont pour but déjà de leur apporter un peu de bonheur, un peu de joie, et ça c'est important parce qu'ils souffrent suffisamment pour qu'on puisse aussi, d'un point de vue purement ludique, leur apporter quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Ça permet de créer, de renforcer les liens. Il y a des choses qui vont se dire entre les jeunes et des confidences qui vont se faire entre les jeunes et l'équipe et les bénévoles. Et c'est là qu'il se crée des liens et des relations qui vont faire que le jeune va être en confiance. Et ensuite, ça nous donne, nous, du matériel
pour pouvoir travailler après la réinsertion? Je m'appelle Maman de cœur. Maman de cœur. Voilà. Ça consiste à faire des câlins quand ils en ont besoin et à se fâcher quand il faut aussi. Parce qu'ils font des bêtises. Parce que l'appartement, il n'est pas toujours très propre. Ah bah bravo. Hein. La vaisselle n'est pas toujours faite. Moi j'y étais, c'était propre. Hein. Il y a des vêtements de partout. Ah bah parce qu'il y avait la télé, sinon c'est pas comme ça. Non, c'est toujours propre. Ah, Sofiane m'avait dit que justement c'était propre tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. Ah, les menteurs. Je me crame. Je t'ai cramé, oui, tu vois. Voilà, c'est le rôle de maman. Voilà. Les bénévoles du refuge assurent une présence quotidienne pour encadrer ces jeunes et veiller au respect des règles de vie communes. Car ils sont encore tous très jeunes. La plupart ont entre 18 et 19 ans. Ils ont besoin qu'on leur fixe des limites. Le refuge a vocation à héberger ces jeunes en situation d'urgence, mais aussi à leur apporter une aide psychologique. Quand ils arrivent, ils sont souvent désespérés. Ils vont très vite rencontrer des psychologues, des travailleurs sociaux et des bénévoles pour les aider à remonter la pente, leur redonner goût à la vie. Mais la douceur de ces moments de réconfort ne peut effacer totalement la souffrance endurée. Chez les jeunes homosexuels, on se suicide 7 fois plus que chez les jeunes hétérosexuels. Sofiane, lui, n'en avait pas fini avec son histoire. J'allais en apprendre beaucoup plus sur ce qu'il avait vécu, sur ses souvenirs et ses regrets aussi. Avant d'arriver au refuge, t'as vécu une période qui n'était pas évidente, qui n'était pas simple. J'avais fugué, j'étais parti de chez moi, chez une copine qui habitait pas très loin d'Avignon. Cette période-là, vu que j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, j'avais que ma personne et mes vêtements, c'est tout. Il fallait que je fasse des choses pas très catholiques, fallait que je gagne ma vie comme je le pouvais. Et j'étais parti en fait dans le monde de la nuit. En fait, j'ai connu tout ce qu'il y a là avec, drogue, prostitution, tout. J'ai goûté à tout. C'est ça qui a gâché mes études en fait. J'allais passer en première L et j'ai arrêté. J'étais défoncé matin, midi, soir. J'étais dans de sales états. J'aurais très bien pu attraper des maladies ou je sais pas, j'aurais très bien pu attraper des choses. Ça va aujourd'hui, j'ai rien du tout. Ça va. Est-ce que tu regrettes tes années de petit garçon dans la famille, comme ça, comme cette photo que j'ai vue où tu es en short avec ta sœur Ouais, je les regrette, ouais. Parce que je me dis que même en étant comme ça, j'aurais pu passer des bons moments avec eux comme ça aussi. Et ouais, ça me fait regretter, ouais. Et puis il faut que ça sorte, hein. Faut que tu craques un peu, hein. Tu te retiens trop. On sent que tu contrôles beaucoup de choses, alors... Ouais. Qu'est-ce que tu regrettes le plus, là? Plein de choses, en fait. J'aurais pu passer des bons moments comme ça, même en étant comme ça avec eux. Mais voilà, c'est pas possible. L'homophobie, c'est vraiment une discrimination particulière par rapport aux autres. Parce que quand on est victime par exemple, de discrimination liée à sa couleur de peau, liée à sa race, en général, on peut aller dans les bras de ses parents, aller pleurer, se faire réconforter. Hein, quand on se fait insulter dans son lycée, des sales arabes, des sales noirs. Voilà, on peut toujours aller pleurer dans les bras de ses parents. Quand on se fait traiter de sale pédé ou de sale gouine, et qu'en plus, on sait que si on va voir ses parents, on en prend une deuxième couche, ça isole beaucoup. Forcément, là, pour le coup, le jeune se retrouve dans une situation où il ne sait plus vers qui se tourner. Ce jour-là, à Marseille, je fais aussi la connaissance de Jean David. Il est arrivé au refuge il y a seulement quelques jours. Il est nerveux, le regard fatigué. Comme tous les jeunes qui arrivent ici, Jean David a composé le numéro de la ligne d'urgence nationale du refuge, ouverte 24 heures sur 24. Comme il venait du sud de la France, il a tout de suite été orienté vers Marseille. Pour lui permettre d'échapper à des violences physiques, tout s'est réglé en quelques heures. Aujourd'hui, il ressent un irrésistible besoin de se confier, mais pas à visage découvert. Jean David a peur des représailles de ses parents. Pourtant, il n'est plus un enfant, il a 24 ans. Mon père est rentré dans ma chambre
Et en fait, il m'a vu au lit avec un garçon et pourtant on faisait rien, on était juste allongés. Puis ça a été la descente aux enfers. Mon père m'avait fait très bien comprendre qu'il fallait que je parte. Mon frère m'a tapé 2 fois dessus quand même, 2 fois au visage. Et j'étais une première fois aux urgences, donc j'ai été faire une main courante quand même. Il m'a dit clairement qu'ils étaient tous les deux homophobes. Donc dans cette histoire, j'ai perdu ma famille. Donc t'as senti l'isolement, quoi. Ouais. De toute façon, je m'en doutais. De toute façon, c'était soit ça passe, soit ça casse. Je comprends d'un côté, ça doit être dur d'encaisser. Mais je me dis, c'est pas une maladie. Pourtant, certains ont pensé que j'étais mentalement malade, que j'avais des problèmes, etc. On m'a quand même fait la misère par rapport à mon homosexualité. De toute façon, ma mère, c'est simple, quand elle a su que j'étais gay, elle a fait sa pub elle-même autour de ma famille. Elle a appelé tout le monde comme si j'avais un cancer ou comme si j'étais moi-même une maladie. On m'a dit aussi que c'était pas normal que des gens comme votre famille vous traitent de pédés, d'enculés, etc. Non, ce n'est pas normal. Qui t'a dit que c'était pas normal? C'est Céline qui m'a dit que c'était pas normal. Aujourd'hui, déjà, tu te sens comment par rapport à quand t'es arrivé? Ça va faire une semaine aujourd'hui. Ouais. On est jeudi, ça fait une semaine. Regarde, t'as fait des choses que tu te pensais même pas capable de faire à la base. Venir en sortie avec nous. Ouais, je sais. Témoigner aujourd'hui. Ouais. C'est Et quelque si je le chose fais, que... c'est parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi. Les insultes, les moqueries, tout ça. Toi, tu l'as vécu pendant des années. Bah oui, je sais. Et maintenant, ça suffit. Oui, maintenant. Oui. Céline, c'est important ce genre de discussion que vous avez ensemble? Je pense que évidemment. C'est la seule personne avec qui je peux parler de ça. Je peux pas parler de ça avec d'autres gens, c'est pas possible. c'est des discussions qui sont très difficiles. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, même pour moi. Hein. Enfin, honnêtement, je suis travailleuse sociale, je suis éducatrice, je fais ce qu'on veut. C'est très violent ce qu'il raconte, ce qu'il nous renvoie. Et je sais que le chemin est long, ça prend du temps de pouvoir se reconstruire, de passer au-dessus de tout ça. Et juste d'être à l'écoute, d'être là, c'est important parce que des fois, même moi, j'ai pas toujours les réponses. J'ai pas toujours les réponses, tu le sais, j'essaie juste d'être à l'écoute. Et c'est ce que j'essaye de faire vraiment depuis le début qu'on se connaît. À côté de ça, voilà, il y a aussi un travail avec une psychologue aussi où il va pouvoir extérioriser certaines choses qu'il peut peut-être pas faire avec moi, ou elle pourra peut-être avoir des réponses que moi j'aurais pas. Il faut simplement que tu arrives à dépasser toute cette honte, toute cette culpabilité qui te ronge depuis des années et qu'on t'a laissé croire. Après quelques mois passés au refuge, ces jeunes réussissent tout de même à se reconstruire, à penser les blessures du passé et à trouver une forme d'autonomie. Qu'ils s'appellent Michel, Hamza ou Sofiane, ils semblent tous avoir retrouvé ici leur joie de vivre. Ça, le premier Vous nous faites un cauchemar en cuisine. C'est toi qui as fait ça? Non mais ouvrir une pâtisserie ou un traiteur quoi. Tu peux goûter? Oui. Le régime il est foutu avec toi. T'as fait les croissants et tout? Ouais. Tu pourras me montrer comment tu fais. Oh, avec de la viande hachée. C'est bon? Pourquoi vous rigolez vous? Toi t'as rien fait Sofiane. J'ai coupé de la mozzarella quand même. Oh bizarre. Ah ouais. Tu me diras si elle est bonne la mozzarella, c'est moi qui l'ai faite. Tu l'as coupée quoi. Elle est déjà préparée. Ah c'est trop bon. Hamza, t'es prêt à marier? T'es bon à marier? Oui. Il est bon à marier Hamza. Tu peux donner ton numéro de téléphone. Vite. Faut aller faire les manger. Quand ils sont virés de leur famille, ils n'ont jamais fait une machine à laver de leur vie, ils n'ont jamais fait une lessive de leur vie, ils n'ont jamais fait cuire des pâtes, ça ne va rien. Et ces jeunes-là se retrouvent vraiment avec un niveau d'autonomie très très faible et à la rue. Et avec en plus, ils doivent se déshabituer à un rythme de vie qu'ils avaient et qui ne sera plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à l'attention des habitants, arrivé à 8h. Elle est arrivée à 8h ce matin. À 8h, bah dis donc. Salle de bain en désordre. La cuisine, vaisselle, frigo, sol, table, plan de travail sont
sale. C'est une menteuse. Alex et Sofiane, votre chambre est en grand désordre. Pour rappel, je ne suis pas la femme de ménage et il y a des règles à respecter. Les bénévoles, ils viennent souvent comme ça à l'improviste le matin. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, à 9h, il y a une dame qui passe pour vérifier l'état des lieux. Et sinon, le vendredi, elle passe en surprise. Et après, le soir, ils passent à 23h. Ils ne nous disent pas quand est-ce qu'ils vont passer, mais ils passent pour savoir si on est là. 2-3 fois, j'étais pas là à 23h. Mais j'avais une bonne raison à chaque fois. C'était quoi le travail? Non. J'étais sur la route. Les transports en commun, ils ont du retard à chaque fois. J'ai pas de chance. Oh, dit-il avec ces deux faussettes là. Tu crois que ça marche? Même elles ne sont plus dupes. Céline, elle m'a dit qu'elle est plus dupe. Non, c'est les transports en commun. Sofiane, il n'y avait pas un deal, normalement? Si quoi? Le deal, normalement, c'était je viens pas faire les courses, mais je vous J'ai aide à coupé faire de la mozza depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, t'as coupé une boule de mozza. Waouh. Wow. J'arrive, je te jure, après je vais la Trop faire. dur, franchement. Laisse-moi la deuxième. Il est né prince en fait, il doit finir. À mon avis, dans une autre vie, il était prince ou roi. Fakir, je sais pas, il doit être un truc comme ça. Moi, Votre Altesse Sofiane, s'il vous plaît. Ah, là par contre, je dis. Mais finalement, Sofiane ne retourne pas en cuisine. Il a mijoté un autre plan en secret. Oh, c'est gentil. Oh là là. Alors, composition de Michel. Ah, c'est Michel? Oui. C'est lui qui l'a. On a acheté les fleurs comme ça séparément. Mais c'est magnifique. On est allé ensemble. Avec le petit logo du refuge là. Mon mec, il va croire que j'ai un amant. Hein. Je pars à Marseille, je reviens avec des fleurs. Il va me dire écoute. Je dirais oui, c'est Michel. Non, mais Michel, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment adorable. Je pleurerai pas. Après 2 jours à Marseille, leurs histoires difficiles et ce geste plein d'attention m'ont sincèrement bouleversée. Merci beaucoup. J'ai été très touchée par vos histoires et puis j'ai été très touchée aussi par votre courage à tous. Ouais. C'est une belle leçon de vie en fait. Voilà. Bon. Merci. C'est pas à moi de pleurer. Je sais aussi que je vais devoir les quitter bientôt, que la fin de mon séjour à Marseille approche. Pas envie de les quitter après tout ce que j'ai vécu avec eux. Un peu triste, je pars pour d'autres rencontres, accompagnée par une magnifique délégation. Merci beaucoup. Salut Guillaume. Merci beaucoup. Fais attention à toi. Ouais, merci beaucoup. Très vite. Je reviendrai au refuge du Marseille. Pas de soucis. Vous avez mis la barre trop haut là. À Montpellier, ils vont avoir un coup de pression de ma part. Salut les amis. Ouais, j'espère que ça va bien. Oui, au revoir. Au revoir. Le refuge a su trouver des soutiens qui parlent de lui régulièrement et médiatisent son action. Le cercle des amis du refuge se réunit plusieurs fois par an à Paris. Ce jour-là, Marc-Olivier Fogiel et Ariel Dombal venaient pour la première fois. Roselyne Bachelot est venue en habituée. C'est Françoise Laborde, très investie, très impliquée, qui organise ces déjeuners de sensibilisation. On n'imagine pas, tant qu'on n'est pas allé au refuge, qu'en 2014, dans des familles entre guillemets sans histoire, il peut y avoir des enfants qui sont rejetés uniquement sur des critères d'orientation sexuelle. C'est invraisemblable de penser ça. Et souvent, on se rend compte qu'il y en a qui passent le bac. C'est-à-dire qu'ils sont en terminale. Et ils continuent à passer le bac, ils continuent à aller au lycée tous les jours tout en étant à la rue. Et ce qu'il faut leur éviter, c'est la drogue et la prostitution, parce qu'il faut parler de choses concrètes quand même. Hein. Quelqu'un que je connais bien, milieu très très favorisé. Oui. Ses parents me disent... oui, notre fils est homosexuel. Doucement, comme ça. Doucement. Et d'ajouter, mais tu sais, c'est un enfant adopté, ça ne vient pas de nous. Quelle horreur. Ça, c'est terrible. Mais quelle horreur.
J'avais le sentiment que c'était peut-être dans des familles qui étaient dans une grande pauvreté affective, intellectuelle, où on ne se parlait pas du tout, ou bien il y avait des conditionnements religieux très forts qui faisaient qu'il y avait un niveau d'intolérance terrible. Et quand on parle autour de soi, quand on parle avec ces jeunes du refuge, on voit qu'ils viennent de tous les milieux sociaux, qu'ils viennent de toutes les catégories, de tous les horizons. Et c'est ça qui fait un peu peur, c'est qu'on se dit qu'on est à un niveau d'intolérance qui, au fond, n'a pas du tout bougé, et c'est sans doute encore aggravé. Mais c'est ça qui est le plus troublant, c'est que ça existe partout, y compris chez ses voisins, y compris chez ses meilleurs amis. Au détour d'une conversation, on entend oui, tu sais, en fait, voilà, sa fille est homosexuelle ou son fils est homosexuel, du coup, il veut plus le voir ou la voir. Alors quand c'est dans les milieux bourgeois, en gros, on s'arrange pour qu'ils partent aux États-Unis ou ailleurs, ou chez la tante, ou je sais pas quoi, on le voit à la campagne, personne n'en parle, mais c'est la même chose. Enfin, c'est tu es homosexuel, je ne veux pas te voir. Ça, c'est hallucinant, quoi. On peut avoir du mal à appréhender les choses, de la rejeter dans la violence. Non, ça je comprends pas, je ne tolère pas, je trouve que c'est un manque d'intelligence, de générosité, mais je comprends la difficulté à avoir géré une situation qui n'est pas une situation banale. Anna Guyon fait partie de ces parents qui ont violemment rejeté leur enfant parce qu'il était homosexuel. C'était il y a 10 ans. Un jour, son fils Alexandre, 17 ans, a invité Vincent, son petit copain de l'époque, à venir déjeuner chez elle. Un coming out qu'Anna a très mal pris. J'ai capté dans le regard d'Alexandre qu'il était dans la séduction de Vincent. Ils étaient tous les deux, il y avait des échanges qui ne pouvaient pas m'échapper, qui ne pouvaient plus m'échapper. Et là, j'ai compris qu'en fait, Alexandre et Vincent étaient dans une relation d'amour, voilà, d'échange amoureux et de totale séduction. J'ai décidé en fait de montrer à Alexandre que son attitude et la présence de ce garçon me déplaisaient fortement. Je me suis complètement renfermée sur moi-même, avec des yeux noirs de colère. J'étais désagréable au possible. Si nous avions vécu en ville, je me demande si je n'aurais pas mis Alexandre et Vincent dehors. Aujourd'hui, Anna a changé d'avis. Elle a raconté son histoire dans un livre, Moi homophobe, où elle explique avec courage pourquoi elle a très mal vécu la révélation de son fils à l'époque. Dans la souffrance, un homosexuel, pour moi, ça ne pouvait pas être un homme. Voilà, à cette époque-là, c'était ça. Et donc il y avait quelque chose qui se brisait d'un seul coup de l'image que j'avais de mon fils. Tout s'effondrait et du coup, fatalement, j'en étais responsable. J'avais loupé quelque chose et là, il y avait un grand sentiment de culpabilité. Pour moi, en tant que maman, j'allais forcément être jugée, mal jugée. Un peu ébranlée par ces réactions de parents que je trouve tellement insensées, j'ai choisi de passer quelques jours à Montpellier, où le refuge a été créé il y a 12 ans déjà. J'arrive avec l'envie de mieux comprendre encore ce qui se passe dans la tête des jeunes rejetés par leurs parents. Avant de se réfugier au refuge, beaucoup ont connu la rue. Rares sont ceux qui ont frappé directement à la porte de l'association. Ce passé chaotique les conduit parfois à dépasser les bornes. C'est le cas d'Henrik, 19 ans, au refuge depuis 5 mois. Frédéric Gall, le directeur général, l'a convoqué de bon matin pour un entretien sans complaisance. Bon, alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon, pas grand-chose. Je me suis amusé. Et pour la Gay Pride alors? Mais quoi? Je me suis amusé, j'ai rien fait de mal. J'ai un peu trop bu, d'accord. Ah ben un peu trop bu, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était la fête. Ah bah tu sais, il y a toujours l'occasion de faire la fête, hein. Fin du mois c'est ma fête aussi, donc tu peux... Fin de la semaine c'est ma fête, tu peux aussi boire aussi. Mais non. Mon anniversaire c'est dans un mois, tu peux aussi boire aussi. C'est moins important. Après c'est pour vous, surtout c'est pas tant pour moi, hein. On s'en fout de moi. L'important c'est que c'est vous fassiez attention à ce que vous faites. Là pour le coup je dis sérieusement. Oui, mais oui. C'est pas la première fois qu'on te fait la remarque, c'est pas la première fois que c'est un problème quand même. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'à part dire oui... Mais quoi? Qu'est-ce que je compte faire? Je sais pas, je bois pas tous les jours, hein. C'est parce que c'était la Gay Pride et puis après on a été au resto, mais voilà. Ça se reproduira pas. Pourquoi il y a autant de règles en fait? Parce que finalement, vous pourriez très bien vous suffire à les héberger, et puis... mais c'est vrai que ça serait un peu trop facile.
Effectivement, quand on leur demande de rentrer à 23h aux appartements relais, c'est peut-être très embêtant, mais n'empêche que pour certains qui n'ont pas la capacité de s'imposer des limites, ben, on leur en impose. On a des jeunes qui sont arrivés chez nous, qui connaissaient que la prostitution, qui connaissaient que la drogue, que l'alcool, que les comportements très violents, que les réactions très épidermiques face aux jeunes, enfin aux autres personnes qu'ils connaissaient, et qui vivaient très bien dans ce cadre-là. Puis ils sont aperçus que ce cadre-là qu'ils avaient eh bien, ne s'insérait pas forcément dans le cadre de la société en règle générale, du vivre ensemble. Pour leur réapprendre le vivre ensemble, justement, le refuge organise des soirées buffets dans les appartements. Tout le monde met la main à la pâte. Ce soir-là, j'en ai profité pour en savoir un peu plus sur Henrik, le rebelle, le frondeur au sourire ravageur. Quand moi je me suis découvert, j'avais 14 ans environ et au bout de 3 ans et demi, 4 ans, j'en avais un peu marre de me cacher, quoi. J'avais envie de faire ma vie. Donc du coup, quand j'ai eu mes 18 ans, on a fait un repas de famille et je me suis senti prêt ce jour-là à annoncer devant toute ma famille que j'étais homosexuel. Et mon père s'est levé en me demandant si c'était une blague. Je lui ai répondu que non. Et il s'est approché de moi et il a commencé à être violent envers moi, à m'insulter. Je peux comprendre le mécanisme qui amène des parents à ne pas, dans un premier temps, sauter de joie et danser un sertaki sur la table. Je peux bien imaginer que ce soit compliqué pour eux et qu'il y ait dans un premier temps une notion de « je ne veux pas en parler, je me mets à distance ». Par contre, ce que j'aurais beaucoup plus de mal à comprendre, c'est cet acharnement que pourront avoir certains parents, à tout prix ne pas vouloir parler, ne pas vouloir vraiment rejeter physiquement, violemment, en agressant leur enfant. Le lendemain, mon père et mes frères m'attendaient devant la porte avec mes affaires. Et là, de nouveau, c'était reparti. Je me suis fait cracher dessus, je me suis fait insulter. Et moi, j'ai décidé de partir. J'ai même pas pris mes affaires et je suis parti comme ça à l'aventure. On a des parents qui ont envoyé des textos qui étaient abominables à des enfants. Dire à son fils que s'il avait su qu'il était pédé, il aurait avorté. Et que ce jeune reçoit ce texto-là, en plus c'était minuit et demi, donc il était déjà pas bien, et il reçoit ça. C'est déjà quelque chose de dramatique. Et là, par contre, c'est le seul moment où ma compréhension des parents s'arrête. Parce que je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse, en tant que parent, faire ça à son fils ou sa fille. On ne fait pas des enfants pour qu'ils soient comme on a envie, on fait des enfants pour qu'ils fassent leur vie, qu'ils soient heureux comme ils sont. Et être homosexuel, on n'est pas pédophile, on n'est pas meurtrier, j'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne. J'ai juste une orientation sexuelle différente des autres. Et alors, je fais quoi de mal? Pour moi, je fais rien de mal, à part que voilà, j'aime des hommes et non pas des femmes. Pour mieux comprendre pourquoi le père d'Henrik refuse toujours de renouer le contact, j'ai demandé à Anna Guyon de m'expliquer, elle qui a vécu ce sentiment de rejet envers son fils. Ces parents qui continuent à s'obstiner, à vouloir absolument rejeter et garder la distance avec leur enfant homosexuel, c'est qu'au fond, ils ne peuvent pas se débarrasser de tout ce qu'ils avaient construit, imaginé, projeté pour leur enfant. Et tant qu'ils n'auront pas fait ce travail-là, ils ne pourront pas. C'est un peu comme une porte que l'on ferme pour en ouvrir une autre et qui permettent d'accepter d'autres modalités, d'autres caractéristiques qui font que, oui, enfin, il peut se tisser un nouveau lien et de là, arriver à l'acceptation et projeter, avoir des projets d'avenir. Au refuge de Montpellier, petit déjeuner dès 8h30, bénévoles et jeunes au grand complet. D'accord, c'est parce qu'on était là. Même Gringo était de la fête. Mais Gringo, comment il est arrivé ici, lui? C'est incroyable. Hein. Il a une lui, il est venu un jour, il a dit bon, ben moi aussi, je veux devenir gay. Il a été rejeté par sa famille, lui aussi. Homosexuel, alors du coup. Il a appelé le refuge. Mais il faut lui mettre un élastique, le pauvre. Hein. Il voit plus rien. Il faut lui faire une coupe. Hein. Mais ce soir, à la ferme repas, on le mange. Ah ouais. Il faut lui faire une coupe comme les footballeurs, là. Rasée sur les côtés et tout. Ah, c'est Sofiane qui a une coupe toute rasée, avec plein de cheveux devant et tout en train. Il est trop mignon. Je l'ai en photo. Au refuge, j'ai trouvé énormément. Déjà, j'ai trouvé beaucoup de soutien. J'ai trouvé l'amour d'un père déjà que j'avais pas avant, Nicolas, le président, qui pour moi, il est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il m'accepte comme je suis et c'est mon père aujourd'hui et ça le restera. Quoi. Toi, par exemple, tu as des jeunes qui t'appellent papa carrément. Oui, c'est comme un papa de cœur, on va dire, parce qu'ils ont quand même conscience et on leur rappelle quand même qu'ils ont leurs vrais parents qui les ont mis au monde et avec lesquels il faudra de toute façon qu'ils composent toute leur vie. J'ai été très étonnée par cette distribution d'amour, de câlins. Je trouve ça très beau, très joyeux, mais en même temps, comment on émet des distances avec tout ça?
C'est vrai que les jeunes ils sont en carence affective assez importante et le fait d'avoir ces marques d'affection, en fait, c'est rassurant pour eux. Ça leur permet aussi de prendre confiance en eux et c'est pas du tout en opposition à le travail social qu'on peut mener par ailleurs au refuge. De ne pas avoir eu d'affection aussi, c'était un blocage pour moi. J'arrivais pas forcément à avancer. J'étais renfermé sur moi-même. Et là, maintenant, franchement, je dis pas que j'oublie mon passé parce que c'est quelque chose qui restera toujours. Je pourrai jamais l'oublier. Mais ma vie, elle a recommencé à zéro depuis mon entrée au refuge. C'est ma nouvelle vie qui a commencé. Pour moi, je suis né là, il y a quelques mois. Je veux en savoir plus sur les origines du refuge, les raisons de sa création en 2003. Je demande donc à Nicolas Noguier, le président et fondateur de l'association, de me raconter son histoire. Réservé mais tellement attachant, il m'emmène dans le village où il est né, à Saint-Ibéry, près de Montpellier. En retournant sur les traces de son enfance, dans son école primaire, je comprends mieux ce qui l'a poussé à inventer le refuge. Car s'il n'a pas connu le rejet de ses parents, il a beaucoup souffert de son isolement et de n'avoir personne à qui en parler. Tu as découvert ton homosexualité quand tu étais tout petit ou quand tu étais adolescent? Je pense que je l'ai toujours plus ou moins su. Et je pense que déjà en CM1, CM2, j'avais déjà remarqué mes attirances pour les garçons en tout cas. J'en ai pris conscience au moment de l'école primaire quand j'ai vu justement que les petits garçons et les petites filles, ils avaient des amourettes, tout ça, ils se tenaient par la main, ils se faisaient des petits bisous et moi, je n'étais pas vraiment attiré par tout ça, je me sentais déjà différent à l'époque. Donc là, je suis les deux. Ça, je m'en fous. J'ai triché. Est-ce que ta maman, ton papa ont décelé tous les deux un problème en fait chez toi de ce mutisme forcément Ouais. quand on est papa ou maman Ils s'en sont rendus compte. Ils s'en sont rendus compte au moment quand même. Je pense qu'ils m'ont plusieurs fois tendu des perches pour que j'en parle. Parce que je sais pas au niveau de mon père, mais ma mère en tout cas, je pense qu'elle le savait. Enfin qu'elle s'en doutait parce qu'une mère, je pense que ça décèle certains trucs. Moi je le savais, mais j'attendais qu'il me le dise. Mais voilà, il était toujours attiré par les garçons. Et puis il n'y avait pas trop de copines. Voilà. ou les copines? Il a essayé une fois, mais c'est bon. Voilà, ça a été bref. Et puis voilà. Est-ce qu'un jour vous en avez parlé vraiment? Est-ce que vous en avez réellement parlé? Non. C'est que tu as tenté de te suicider. Je cherchais partout quand il a fait ça. Il était en bas là, sur une chaise dans le magasin, à moitié. Bon. Là, ça m'a fait. Bon. J'ai été très, très malheureuse, moi. Je comprends à demi-mot que Nicolas a vécu le même isolement, ce même sentiment d'extrême solitude partagé par les jeunes qui viennent aujourd'hui au refuge. Ce fut pour lui une vraie souffrance. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces parents qui ont du mal avec cette question-là? Je trouve qu'ils ne sont pas tolérants, et je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, c'est pas possible. Hein. Vous êtes fière de lui? Hein? Oui, très fière de lui. Oui. Je l'aime beaucoup. En 2013, lors du débat sur le mariage pour tous, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a porté le projet de loi, a rendu visite au Refuge Paris pour soutenir l'action de l'association et lui redonner un coup de projecteur. J'ai choisi d'aller au-devant des adolescentes, des adolescents, parce que je les présume plus fragiles, moins armés que les adultes pour affronter ces agressions, mais aller vers elles, vers eux, avec le sourire, la joie, la confiance, l'estime, l'affection. Voilà. C'est chargé de tout ça que je me suis présentée au refuge. Si vous êtes ici accueillis, c'est parce que des personnes ont le souci de vous. Oui. Ces personnes veulent vous permettre de vous sentir bien quelque part. Donc ces personnes-là vous aiment. Ça veut dire que si vous devez être là à 19h, qu'à 19h15 vous n'êtes pas là, vous ne donnez pas un signe, ben on s'inquiète. Juste après avoir dit des paroles d'affection, j'interroge, je menace, je fais promettre de mieux travailler, de me donner des nouvelles, ce qui s'est passé d'ailleurs au refuge, à telle enseigne que quelque temps après, j'ai eu droit à des appels pour me faire savoir que certaines et certains avaient passé leur baccalauréat avec succès.
Donc oui, je suis face à la jeunesse, je suis protectrice. Je suis effectivement de la génération d'avant eux et j'ai donc des responsabilités vis-à-vis d'eux et j'ai un devoir à l'égard de la société de faire en sorte que cette nouvelle génération ait droit à l'attention, à la vigilance et à l'accompagnement et je dois dire très clairement à l'affection et la protection de celles et de ceux qui sont arrivés un peu avant eux. Ici, à Paris, plus d'une vingtaine de jeunes sont hébergés par le refuge. Gildas a été l'un d'eux. Il a passé 11 mois au refuge Paris, contre 6 mois en moyenne pour les autres jeunes. Une durée exceptionnelle qui s'explique par la dureté de ce qu'il a vécu avant son arrivée. Enfant abandonné à la naissance, Gildas a de nouveau été rejeté à 18 ans, cette fois par sa famille d'accueil qui avait découvert son homosexualité. Aujourd'hui, il a surmonté toutes les épreuves. Plusieurs mois après son départ, Gildas revient pour la première fois dans le petit studio prêté autrefois par le refuge. Il est accueilli par Romain, jeune étudiant de 19 ans qui l'a remplacé ici. Romain n'a pas souhaité montrer son visage, mais ensemble ils vont évoquer leur premier pas au refuge. Le premier jour où je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'était poser les valises, revenir à la fenêtre. J'étais sur le balcon, j'ai regardé la vue, j'ai fermé la fenêtre et je suis parti. Je voulais pas trop rester tout seul à ce moment-là. Ouais, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est j'ai fait pareil, je suis allé sur le balcon, j'ai regardé la vue. Mais par contre, je suis pas reparti tout de suite parce que pour moi cette chambre, c'était la chance d'avoir enfin un chez soi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes valises et j'ai tout de suite voulu me faire un endroit où poser mes affaires ou un peu décorer comme j'ai envie. Voir Gildas comme ça, c'est amusant. Enfin, chacun fait sa vie. Hein. Ici, c'est qu'une étape. Je me dis que peut-être dans 2 ans, je serai pareil. Je reviendrai ici nostalgique et content de la chance que j'ai eue. Aujourd'hui, Gildas a retrouvé une nouvelle famille. Il vit en banlieue parisienne chez Florence, la maman de son compagnon Julien. Pour Gildas, Florence est un peu la maman qu'il aurait rêvé d'avoir. Douce et affectueuse, tolérante et aimante. Pour la première fois, Florence a accepté de témoigner en présence de son fils Julien et de Gildas. Je me suis posé aucune question au niveau de l'entourage, de la famille, du voisinage. Je trouvais ça tout à fait naturel. Et puis, ce que pensent les autres, quelque part, je m'en fous. Et je ne regrette pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, l'avoir accueilli sous mon toit. En discutant dans mon entourage, bon, familial, mais surtout de travail, j'ai eu beaucoup de réflexions. Comment tu peux accepter une chose pareille sous ton toit? Mais pour moi, accepter quoi? 2 personnes qui s'aiment. Je vois aucune différence entre un couple homme et femme ou le couple que forme mon fils avec Gildas. Pour moi, il n'y a aucune différence. De les voir émus comme ça, je pense qu'il y a plusieurs sentiments. Mais surtout la souffrance, oui. Moi, je préfère que mon fils vive sa vie heureux, même si c'est pas évident à l'extérieur. Mais moi, je veux pas aller fleurir la tombe de mon fils, parce que j'aurais refusé sa vie. Non. Grâce à Florence et avec l'aide de son compagnon Julien, très présent à ses côtés, Gildas a repris goût à la vie de famille. Là où d'autres auraient baissé les bras, il s'est battu pour réussir. Il crée aujourd'hui en freelance des applications pour smartphone. Au refuge, Gildas a désormais un statut d'ancien respecté. Il est même devenu un modèle pour beaucoup de jeunes. Mais de ces années de souffrance, il a gardé une sensibilité à fleur de peau. Florence, déjà, juste le fait déjà d'accepter l'interview, c'est prendre un risque aussi pour elle, parce qu'elle a un travail, elle a les voisins. Tout ce qu'elle peut faire, Florence, elle le fera. Donc, c'est important pour moi, oui, parce que voilà, je veux montrer aux gens. Désolé. Non. Et je veux montrer aux gens que voilà, il y a des parents, il y a des beaux-parents qui sont là, qui prouvent
qui prouve que voilà, c'est possible. C'est possible d'accepter que voilà, c'est pas parce que les enfants ou les gens ou tout ça sont homosexuels qu'il faut les rejeter. Oui, je regrette, aujourd'hui encore, d'avoir réagi ainsi. Parce que toute la souffrance que j'ai infligée à mon fils, toute cette distance, ce refus de lui-même, c'est même avec tout l'amour que je lui porte aujourd'hui, forcément, c'est toujours là, quelque part au fond de lui, il le gardera à tout jamais. C'est ineffaçable. J'ai honte de ce que j'ai pu ressentir envers toi et de t'avoir fait vivre ce fameux week-end. Par ce livre, je ne réparerai rien de ce que tu as pu endurer par moi. Je le sais. Si seulement il pouvait te permettre d'apaiser un peu la blessure que je t'ai infligée et que tu ne m'as jamais reprochée. Je devine cette plaie béante inscrite en toi. Alex, mon fils, tu m'as montré le chemin vers la tolérance, la vraie, celle où il n'y a pas de jugement, pas de projection sur l'autre. Tu te bats pour un monde de bienveillance où chacun a droit à sa place. Je suis fière d'être à tes côtés dans ta lutte. Je me dis que j'ai de la chance d'être ta mère et de pouvoir témoigner de tout cela grâce à toi. Je t'aime, mon fils, tel que tu es maintenant. J'en appelle à l'amour des parents. Cet amour est immense. Il faut simplement lui donner libre cours. Il faut le laisser s'exprimer. Leur enfant est vivant, leur enfant aime, Qu'est-ce qui peut arriver de mieux? Et que ces parents-là doivent, on doit les accompagner pour qu'ils vivent avec ça, qu'ils acceptent ça. Retour dans le sud à Cessenon-sur-Orbe, près de Montpellier. Ce matin-là, le réveil a sonné très tôt, trop tôt, pour rejoindre la base nautique de canoë-kayak. Pourtant, pas un seul des jeunes du refuge Montpellier ne manque à l'appel. Ces sorties sont obligatoires pour éviter aux jeunes de trop gamberger. Surtout penser à autre chose qu'à leur situation familiale. Pendant la balade en canoë, John, l'un des jeunes les plus discrets jusque-là, avait demandé à me parler pour faire une mise au point. Pour lui, se retrouver au refuge avec d'autres homosexuels, ça n'allait pas de soi. Et comment tu te sentais, toi, dans ta peau, justement, d'homosexuel qui arrive dans la détresse J'étais vraiment, déjà à l'intérieur, j'étais en colère. Vraiment en colère, déjà. Me retrouver dans un milieu gay, vraiment très communautaire, c'était très difficile pour moi d'accepter. J'ai mis au moins 7 mois avant de pouvoir être à l'aise auprès des bénévoles ou auprès de la vie quotidienne du refuge, quoi. J'ai mis du temps. Pour quelle raison tu te sentais aussi mal? Tu étais en conflit avec toi-même? J'étais en conflit avec moi-même parce que dans ma tête, je me disais mes parents ne m'acceptent pas homosexuel, alors je ne peux pas m'accepter homosexuel. Quand on ne s'accepte pas soi-même, on ne peut pas accepter les autres. Qu'est-ce qui te dérange en fait au fond? C'est peut-être les paillettes et tout ce qui en suit, quoi. Donc le côté folle, ça t'intéresse pas, quoi? C'est pas du tout mon truc, quoi. C'est plutôt, comment dire, le côté folle qui donne ce côté négatif du milieu homosexuel, qui donne la mauvaise image sur les homosexuels en France ou ailleurs, et c'est ça qui salit le truc, quoi. Une journée comme ça, c'est pas très agréable pour toi? Pourquoi? Parce que je suis avec eux? Ouais. Non, ça a été agréable parce que j'ai pu passer un bon moment avec, comment dire, il y a d'autres adultes. Je ne fais pas attention à leur sexualité parce qu'ils ne le montrent pas forcément, qu'ils sont gays et pleins de paillettes et tout ça. Toi, t'aimes pas l'exubérance en fait? Non, je n'aime pas l'exubérance. T'es quelqu'un de très discret, solitaire. Les gens disent que je ne suis pas discret, mais je suis plutôt solitaire, oui. Je fais mes choses moi-même, même si je suis bien entouré de mes amis à Montpellier, mais j'aime bien ma vie solitaire. Ouais. Le message de John était passé. Ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a forcément envie de vivre 24 heures sur 24 avec des colocataires homosexuels. Dans la vie, John est coach sportif. Et pour me montrer avec fierté que malgré les galères, il s'en sort dans la vie, John m'a invité à sa séance hebdomadaire de remise en forme.
dernière étape de mon immersion au refuge, cette fois en Avignon. Je profite de cette terrasse au pied du Palais des Papes pour noter mes impressions. Avant ce voyage, je n'avais pas idée de ce que ressentent ces jeunes, à peine sortis de l'enfance, quand ils sont brutalement rejetés par leurs parents, juste parce qu'ils sont différents. Pour moi, c'est sûr, il y aura un avant et un après. Si j'ai choisi de terminer mon voyage en Avignon, ce n'est pas un hasard. Le refuge a le souci de ne pas s'implanter uniquement dans les grandes villes. L'idée, c'est d'être au plus près de ces jeunes rejetés par leurs parents et de leur éviter un traumatisme supplémentaire, le déracinement. C'est Christophe, un jeune enseignant, qui est le responsable du refuge d'Avignon. Ce jour-là, il m'a proposé un pique-nique avec une partie des bénévoles qui travaillent avec lui, juste en face du fameux pont d'Avignon. Et franchement, c'est une proposition qui ne se refuse pas. Il y avait des besoins sur Avignon et c'est vrai que des jeunes du territoire avignonnais étaient systématiquement orientés directement, enfin pris en charge, par la délégation de Montpellier ou celle de Marseille. Donc ça fait un moment que le refuge sait qu'il y a des besoins sur Avignon. Et puis il y avait une équipe qui se constituait petit à petit pour porter un projet, justement, et monter une antenne. Et cette antenne, elle a été validée il y a un an. Est-ce que vous fonctionnez comme, par exemple, Marseille, avec des partenaires, des psychologues aussi, des gens qui suivent ces jeunes? Alors c'est ce qui se développe le plus. C'est dans notre travail depuis un an sur Avignon, il y a eu beaucoup de présence auprès des jeunes, mais le principal frein, c'est effectivement la capacité financière, parce que cet hébergement coûte cher. Et pour compenser le manque de moyens, le refuge Avignon fait appel au dévouement de nombreux bénévoles qui consacrent tout leur temps libre à l'encadrement des jeunes. En un an, la capacité d'accueil est passée de 2 à 4 places. Alors j'ai voulu savoir, quitte à être indiscrète, comment tout cela a commencé. Comment vous êtes lancé dans cette aventure en fait? Ah bah moi j'ai suivi bêtement Jean-Luc. Ah, mais qui est Jean-Luc? Non mais qui est Jean-Luc pour de... Jean-Luc, je connais pas. Faudrait que je regarde, il a dû signer un contrat de bénévolat. Non, Jean-Luc, c'est mon futur mari. Il l'a dit. Il a dit que ça, le dire. Ouais, alors juste un truc, c'était le dernier point que ne connaissaient pas les parents de mes élèves. Donc là, c'est bon pour la rentrée. Pour la rentrée, on va charrier. Pas facile pour Christophe d'assumer autant de responsabilités. Mais j'ai vite compris que s'il réussit à soulever des montagnes, c'est aussi parce qu'il n'est pas seul dans son couple à s'investir. Ensemble, ils portent le refuge Avignon. Et pour Jean-Luc, entre amour et admiration, visiblement son cœur balance. C'est pas parce que c'est mon futur mari, mais en fait, il m'a beaucoup surpris parce qu'on a eu affaire à une certaine adversité au démarrage. Donc on ne pouvait pas échouer, on ne pouvait pas être dans l'à peu près. Ça implique de passer du temps, forcément. Et alors, le bénévolat peut s'exercer de plein de façons différentes. Hein. Moi, je m'occupe de la page Facebook, je m'occupe de la comptabilité. Il y en a qui sont beaucoup plus sur l'accompagnement des jeunes, au quotidien. Il y a aussi le point écoute, les points de démarche. Donc, chacun amène sa petite pierre, mais c'est l'ensemble qui fait que l'accompagnement est bon et complet. Lisa et Sabrina font partie de ces jeunes suivis par le refuge d'Avignon. Car si l'association ne peut héberger que quelques jeunes, il en suit d'autres sur le plan psychologique et moral. Lisa, la frondeuse, a choisi d'apparaître à l'image pour soutenir Sabrina, la sensible, qui a préféré garder l'anonymat. Elles sont amoureuses l'une de l'autre, contre l'avis de leurs parents respectifs. La première personne avec qui j'ai eu contact, c'est Christophe. Et je pense que c'est vraiment cette personne qui m'a... J'ai tout de suite accroché. Et j'ai vu que je pouvais m'en sortir grâce à lui. Parce que voilà, Christophe, c'est quelqu'un qui a toujours les mots justes quand il parle. Il trouve toujours le mot dont on a besoin pour aller mieux. Il a toujours de l'espoir dans tout ce qu'il dit. Et donc vraiment, qu'il nous suive, c'est vraiment super important. Comment tu as trouvé la force de continuer l'école alors que tout le monde aurait tout lâché Ben justement, j'avais que ça, donc c'était ma seule façon de m'en sortir. Donc justement, je pense que c'est pour ça que j'ai bien réussi, que je me suis donnée à fond et que aujourd'hui j'ai des bonnes notes, enfin que je me contente pas d'avoir un 10 en fait. Je me dis que c'est la seule chose qui fait que je peux avoir quelque chose dans ma vie. Vu que j'ai plus de famille, ben... Faut pas pleurer, t'es fort. Non, pleure pas. Tu vas tout lâcher, faut pas pleurer. Je suis désolée. Non, pleure pas. Qu'est-ce qui te fait mal, Sabrina? Oui, c'est de plus avoir de famille, quoi. C'est dur. Parce qu'avant, on était très famille.
On a toujours été tout le temps ensemble, mes parents, c'était tout pour moi. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de complicité. C'est plus ça qui est difficile, parce que la liberté, maintenant, j'ai réussi à l'avoir. Mais les conflits, même quand ils cessent, je ne retrouverai jamais ce que j'avais avant. C'est ça qui est dur. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on devient homophobe contre soi-même. Parce qu'on se dit, pourquoi on est comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi je fais... Parce que j'ai trop de culpabilité, j'ai tout le temps de la culpabilité, c'est mon problème. Je me dis, à cause de moi, c'est la zizanie dans la famille. Pourquoi ça a été aussi violent, en fait, de leur part? Il y a une histoire, il y a des coutumes, il y a des traditions qui font que c'est pas du tout dans leur éducation. Et je pense qu'ils étaient à milieu de penser ça de moi, ou même d'elle. C'est quelque chose qui se fait pas dans leur famille, donc que ça arrive dans leur propre famille, c'est encore plus choquant. La colère, quelque part, ça veut dire « je t'ai entendu ». Même si c'est désagréable à vivre, ça veut dire qu'elle a été entendue, ce qui est contraire au déni et à la sidération. Donc il y a une réaction qui cache derrière ces fameuses peurs. Ces peurs, elle le dit, la religion, les coutumes, voilà. Et en fait, c'est ça, il faut lâcher tout ça. Il faut laisser le temps. Autant. Il faut avoir confiance, il faut croire en son destin. Je ne vais pas citer René Char, mais je dirais à cœur vaillant, rien d'impossible. Il faut savoir repartir, il faut savoir rebondir et faire de ses échecs ses succès de demain. C'est plus facile d'échouer quand on a 18 ou 20 ans que quand on a 50 ou 60. Quand on est dans ces moments-là de la vie, on a l'impression que c'est la fin, qu'on s'en sortira jamais, que comment on va surmonter des difficultés comme celle-là, et puis sans faire vieux con, mais aujourd'hui à 45 ans, finalement la vie est longue, et quand on regarde derrière les difficultés qu'on a été amené à surmonter, finalement, j'allais dire tous surmontent. Voilà, comme vous êtes, on vous aime, et puis vous êtes bien, restez avec nous, ne partez pas. Ne vous désespérez pas. Voilà, vous êtes normaux, pour dire ceux qui définissent soi-disant la norme. Voilà, vous êtes normaux. Vous avez vos troubles qui sont bien et qui disent justement que vous êtes vivants. Vous êtes vivants. Et si c'était ça la morale de l'histoire, le point final à ce long périple au cœur du refuge? Ne jamais baisser les bras, toujours garder l'espoir. Parce qu'il y aura toujours une main tendue pour vous aider. Un refuge, ici ou ailleurs. Alors d'accord, ça demande de la patience. D'accord, on a parfois envie de tout lâcher. Mais ce lien profond, immense entre les enfants et les parents, je ne veux pas croire qu'il puisse se briser pour toujours. Je rentre à la maison le cœur serré de devoir tous vous quitter. Je vais retrouver mes filles, leur apporter tout l'amour qu'une mère peut leur apporter. Leur dire comme Florence, qui a recueilli Gildas, que si un jour elles aiment une autre fille, franchement, oui franchement, moi aussi je m'en fous.
there's room at the cross for you. Oh, la croix sur laquelle Jésus est mort. The cross upon which Jesus died is a shed. Elle est un abri. 12 peuvent y venir. And its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain as wide as the sea. Chantez-le. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
ils deviendront une seule chair. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.